On repart donc de cette carte-là qu'on va regarder d'un petit peu plus près. On est chez l'homme et vous voyez, si vous regardez les gènes dont encore une fois vous avez de multiples allèles, les gènes ici, les gènes qui vont coder pour les antigènes de classe 1 ou pour les molécules de classe 1, je préfère utiliser molécules de classe 1 du complexe majeur d'histocompatibilité, vous avez en fait 3 locus, ce qu'on appelle ici HLA, on retrouve la dénomination HLA, HLA-A, HLA-B, HLA-C. Vous allez beaucoup retrouver ça. Je me demandais si j'avais recommencé trop tôt. Bon appétit. Alors, pour les molécules de classe 2, si vous regardez ici les différents loci pour les molécules de classe 2, le locus il est là, mais vous avez des gènes qui sont ici DP, DQ, DR. Et on verra qu'entre dans la même région, c'est-à-dire dans la région du complexe majeur d'histocompatibilité, il y a d'autres gènes qui sont extrêmement intéressants et qui ne sont pas là au hasard. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est HLA-A, B, C, DP, DQ, DR. Bien. Il est temps de passer aux propriétés des gènes du CMH. Alors, ce que vous avez bien vu, c'est qu'il y a en fait des gènes très polymorphiques qui vont coder pour 2 groupes de protéines qui sont distinctes, les molécules de classe 1, et là je reviens ici à ce schéma-là, molécules de classe 1 que vous avez ici sur la gauche, qui ont une structure, on va le voir, très différente des molécules de classe 2. Et le schéma qui m'intéresse, c'est d'arriver à vous montrer que ces molécules de classe 1 ou de classe 2, vous avez cette fois-ci classe 1 à droite et classe 2 à gauche, elles reconnaissent des peptides que vous voyez ici ou ici, pour les classes 1 et pour les classes 2, peptides qui sont présentés en fait par le récepteur à l'antigène sur les cellules T, que vous voyez ici. Mais structure de ces molécules qui est extrêmement différente. Voilà ici les peptides qui sont présentés. Ici, vous retrouvez 3 petites flèches que vous reverrez. Ces 3 petites flèches pour vous indiquer qu'en fait, le TCR, il reconnaît des acides aminés qui lui viennent du peptide et des acides aminés qui viennent des chaînes ici, des molécules de classe 1 et des molécules de classe 2. Ici, ça vous donne la même chose. Voici la reconnaissance classe 1, classe 2. Alors, autre chose aussi sur laquelle je veux insister, c'est que vous reconnaissez aux couleurs, vous avez à gauche des lymphocytes T qui sont violets, ce sont donc des lymphocytes T cytotoxiques, et à droite, en orange ou un petit peu, des lymphocytes T auxiliaires. À leur surface, il y a le récepteur à l'antigène des cellules T. Vous avez en bas des cellules présentatrices d'antigènes. Mais vous avez, et là c'est le message important, vous retrouvez ici ce que l'on avait vu tout à l'heure, les molécules de classe 1 et les molécules de classe 2. Mais qu'est-ce que vous voyez ici d'important? C'est que les molécules de classe 1, elles présentent l'antigène aux cellules T cytotoxiques, alors que les molécules de classe 2 présentent l'antigène aux cellules T auxiliaires. On verra, mais ça c'est un
petit peu plus délicat et pour l'instant vous n'y pensez pas trop, mais de temps en temps il y a des présentations croisées. C'est-à-dire que enfin, globalement, c'est ça. Donc, bien. On poursuit en fait sur les généralités, on est toujours à la présentation en fait. On s'aperçoit que les molécules de classe 1 et de classe 2 présentent le peptide au TCR, mais tout de suite vous pouvez noter que se mettre ici et vont venir se coller en quelque sorte ou faire une liaison avec les molécules de classe 1 ou avec les molécules de classe 2, vous avez des molécules qui sont extrêmement importantes, qui sont les molécules CD8 ou CD4. Donc, si je résume, les molécules de classe 1, ça présente un peptide aux cellules T cytotoxiques CD8+, alors que les molécules de classe 2 présentent le peptide à des lymphocytes T auxiliaires CD4+. Là, vous avez un bon résumé de la situation. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails et on va d'abord aller regarder ce qui se passe avec les molécules du CMH de classe 1. Vous avez au passage une information importante qui s'est rajoutée ici, c'est que CD4 et CD8, mais on va revenir là-dessus, ça peut augmenter de 100 fois la sensibilité des cellules T pour le complexe CMH antigène peptidique. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut faire une petite question. CD4 et CD8, c'est ce que l'on appelle des corécepteurs. Alors, molécules de CMH de classe 1. Les molécules de CMH de classe 1, c'est formé de deux chaînes polypeptidiques qui sont liées de façon non covalente. Il y a une chaîne alpha, qui est la chaîne lourde. Vous la voyez ici, elle est en verte. La chaîne alpha de la chaîne lourde, ça fait à peu près 44 et 47 kilodaltons. C'est une chaîne qui est polymorphique, on va le voir, et vient se lier de façon non covalente à cette chaîne lourde une petite chaîne qui fait 12 kilodaltons, qui est en fait ce qu'on appelle la bêta-2 microglobuline, que vous avez ici en jaune. Vous allez revoir plein de photos en jaune, la bêta-2 microglobuline. Mais le point important, la bêta-2 microglobuline, ce n'est pas une molécule qui est codée par un gène qui appartient au CMH. C'est une chaîne dont la composition est fixe, mais la particularité, c'est que même si la molécule du CMH de classe 1 s'est formée par la chaîne A et la bêta-2 microglobuline, la bêta-2 microglobuline, ce n'est pas codé par un gène qui appartient au complexe majeur d'histocompatibilité. Alors, vous voyez ici une autre vue où vous voyez à droite, en fait, et en bleu clair cette fois-ci, la chaîne alpha qui est bien codée par les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, qui vont être les gènes HLA A, B ou C. Et vous avez la chaîne de la bêta-2 microglobuline. Et vous voyez que, en fait, la chaîne lourde alpha, que vous pouvez en fait diviser en trois régions différentes, alpha 1, alpha 2, alpha 3, donc trois régions différentes. Trois régions différentes dont les deux premières, alpha 1 et alpha 2, c'est celles qui vont vous faire
le sillon dans lequel va venir se placer le peptide qui va être présenté par la cellule présentatrice d'antigène. Le petit peptide, on va voir comment ça se passe, va venir se nicher à l'intérieur donc des régions alpha 1 et alpha 2 de la chaîne lourde, en fait, de la molécule de classe 1 du CMH. Et, encore une fois, le peptide, il va faire 8 à 11 acides aminés. Donc, très bien. Autre chose que l'on voit ici, c'est que si on regarde comment est composé ce sillon, il a ici 2 hélices alpha, ici, et vous avez ici qui vous forme le bord du sillon, et le plancher du sillon, c'est un feuillet qui est composé de 8 brins. Alors, autre chose qui est intéressante, voilà ici, vu de plus près, les 2 hélices ici, les 8 brins, d'accord, dans la région alpha 1, alpha 2 de la chaîne lourde, donc de la molécule HLA1. Et une autre chose, une autre vue ici, où vous voyez cette fois-ci par le haut la poche, c'est toujours cette poche-là qu'on regarde. Là, vous la voyez par le haut, vous voyez ici les 2 hélices, vous voyez les 8 brins qui vous forment le plancher, et à l'intérieur, vous avez le petit peptide. Donc, toujours la même chose. Vous voyez ici le sillon d'une molécule de classe 1, et la vue là qui est intéressante, c'est de voir qu'à l'extrémité en fait du sillon, c'est plutôt fermé. Ce qui fait que vous pouvez mettre à l'intérieur de la poche que 8 à 11 acides aminés, alors que les molécules de classe 2, c'est beaucoup plus ouvert, et la molécule le peptide, il pourrait être beaucoup plus long. Autre chose qu'il faut observer également ici sur cette molécule de classe 1 du CMH, c'est qu'on vient de parler des premiers domaines, des premières régions alpha 1, alpha 2. Vous avez un 3e domaine sur la molécule du CMH. Le 3e domaine, il est là. Et ce qui est important sur ce 3e domaine, et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sur ce 3e domaine que va venir se mettre la molécule CD8. Vous avez vu tout à l'heure que c'était un corécepteur, que CD8 avait un rôle important. Eh bien, il vient en fait se mettre à côté de ce domaine alpha 3. Alors, autre point, vous avez encore décidément beaucoup d'images ici, toujours les molécules de classe 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3, la bêta-2 microglobuline, l'antigène dans le sillon, tout ça est à la surface de la cellule. Et un des points qui est important, c'est que pour que la molécule de classe 1 soit bien à la surface de la cellule, il faut que ce soit composé préalablement le complexe entre le peptide et la molécule de classe 1. C'est le peptide qui stabilise en fait la molécule de classe 1 et qui permet à cette molécule de classe 1 de rester de façon stable à la surface en fait de la cellule présentatrice d'antigène. Alors, tout à l'heure, je suis passé un petit peu vite. Il y a un froncement de sourcil? Non? Bon. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, je vous avais dit que les molécules de classe 1, il pouvait en exister
il y avait 3 loci. Il y avait les gènes qui codaient pour les molécules HLA-A, HLA-B, HLA-C. Bien. Donc, vous pouvez faire, en fait, combien de molécules de classe 1 différentes à la surface d'une cellule. Je vous donne tout de suite la réponse. Vous pouvez en faire de molécules de classe 1 différentes à la surface de la cellule. Vous pouvez en avoir 6, puisque vous avez de toute façon 3 molécules de classe 1 différentes, HLA-A, HLA-B, HLA-C, codées chacune par un allèle HLA-A, HLA-B, HLA-C. Et si vous êtes hétérozygote, parce que votre papa et votre maman n'ont pas exactement les mêmes gènes qui codent pour HLA-A, HLA-B, HLA-C, ça veut bien dire qu'au maximum, le nombre de molécules de classe 1 différentes, pas le nombre total, hein, il y en a des milliers, mais le nombre de molécules de classe 1 différentes que vous pouvez avoir à la surface de la cellule, c'est 6. Bien, maintenant, les molécules de classe 1, vous les connaissez par cœur. Et ça, je me disais, tiens, il me manque cette diapositive-là. Non, je l'ai bien rajoutée. Donc, c'est ici ça se passe pour vous rappeler que, en fait, vous pouvez avoir 6 molécules de classe 1 différentes si vous êtes hétérozygote pour HLA-A, B et C à la surface de votre cellule. Bien. Maintenant, les molécules de classe 2. Alors, les molécules de classe 2, si on regarde tout de suite leur expression, on s'aperçoit que ce n'est pas comme tout à l'heure. Cette fois-ci, vous avez 2 chaînes polypeptidiques. La chaîne alpha, elle est sur votre gauche, elle est plutôt en bleu clair. Et la chaîne bêta sur votre droite. La chaîne alpha, c'est à peu près 32 à 34 kilodaltons. Et la chaîne bêta, elle fait 29 à 32 kilodaltons. Contrairement à tout à l'heure, vous vous souvenez, tout à l'heure, vous aviez qu'un seul gène, celui qui codait pour la chaîne alpha des molécules de classe 1, qui était polymorphique. Là, vous avez 2 chaînes codées par des gènes qui sont polymorphiques. D'accord? Tout à l'heure, vous vous souveniez que la poche peptidique, elle était faite en fait par les domaines alpha 1 et alpha 2 de la chaîne alpha des molécules de classe 1. Là, cette fois-ci, votre poche, elle est ici. Et votre poche, elle est faite également par le domaine alpha 1 de la chaîne alpha et le domaine bêta 1 de la chaîne bêta. Premier point. Si vous voyez ici ce qui se passe, vous voyez également que le peptide qui va être cette fois-ci plus long, puisque le peptide, il peut faire de 10 à 30 acides aminés, il peut même peut-être par moment être plus long que 30. Il se met donc dans cette poche, composée encore une fois domaine alpha 1, domaine bêta 1. Chaque domaine alpha 1 vous donne en fait une hélice alpha. Elle est ici pour alpha 1, une hélice alpha pour bêta 1 et des brins qui forment le plancher de la poche. Ici, toujours des vues. Alors, en haut, j'ai des molécules de classe 1. On revoit ici alpha 1, alpha 2 qui forment la poche. C'est plutôt fermé, donc je peux mettre qu'un petit peptide. Ici, même si ça ne vous apparaît pas, c'est alpha 1, bêta 1. Et ici, c'est beaucoup plus ouvert. Je peux mettre un peptide beaucoup plus grand.
Donc vous comparez bien alpha 1, alpha 2. Autre chose également, sur ici cette région alpha 3, je mettais, c'était le site de liaison du co-récepteur CD8. Ici, le co-récepteur CD4, ici, vient se mettre sur le domaine qui est le domaine bêta 2. Alors, ici, vous avez les régions DP, DQ et DR, c'est une autre représentation qui vont coder donc pour les molécules de classe 2 du complexe majeur d'histocompatibilité. En fait, et là je ne vais pas trop compliquer les choses, tout à l'heure on avait vu que le nombre de molécules de classe 1 différentes était au maximum de 6. Le nombre de molécules de classe 2 différentes, parce qu'il y a des gènes, là je ne voudrais pas rentrer, ça devient compliqué, il y a des gènes, notamment des gènes DR qui se dupliquent. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'il y a par parent de 5 à 10 molécules en fait, et pas simplement 3. Vous pourriez croire qu'il y en a 3 simplement, une DP, une DQ, une DR, comme ça se passait tout à l'heure pour A, B et C. Ici, vous pouvez faire avec des duplications de gènes de 5 à 10 molécules par parent. Donc ça vous donne un nombre de molécules différentes qui est beaucoup plus important que tout à l'heure. Bien. La liaison des peptides aux molécules du CMH. Alors on va regarder ça d'un petit peu plus près. Quelles sont d'abord les caractéristiques des interactions peptide-CMH? Et qu'est-ce qui fait, en fait, ce qui est intéressant ça, qu'est-ce qui va faire que une protéine qui va être processée en peptide va être immunogénique? Et pourquoi c'est important de savoir ça? C'est que quand vous faites des vaccins, vous cherchez à ce que ce vaccin, bien entendu, soit immunogène. Pour qu'il soit immunogène, il faut qu'il y ait dans ce vaccin des épitopes T. Il faut que ces épitopes T qui correspondent à des peptides qui sont blottis à l'intérieur de la niche. C'est intéressant tout de même pour faire le design de vaccin de savoir quelles sont les caractéristiques de ces peptides qui sont à l'intérieur des niches. Parce que si je connais les caractéristiques de ces peptides, je vais pouvoir faire en fait du design rationnel de vaccin. Donc c'est intéressant de savoir les caractéristiques des interactions peptide-CMH. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que parmi tous les peptides qui peuvent être présentés aux cellules T, il va y avoir une compétition de ces peptides pour occuper en fait la petite poche à l'intérieur de cette molécule de CMH. Alors comment ça se passe? Vous avez une cellule qui présente l'antigène, ici. Vous avez ici une réponse cellulaire T. Très bien. Mais ce qui peut se passer, c'est que si vous mettez ici, à côté de cette cellule qui était en train de présenter tranquillement son peptide qui était capable d'induire une réponse immune, si vous avez des peptides différents qui se trouvent dans la circulation, qui vont prendre la place de votre peptide qui, lui, stimulait bien ce lymphocyte, il y a une compétition entre les différents peptides qui se trouvent processés par cette cellule présentatrice d'antigènes ou qui peuvent se trouver même à l'extérieur. Il peut y avoir une compétition et là, vous n'êtes plus capable, parce que la poche est occupée par un autre peptide rouge, vous n'êtes plus capable d'activer cette cellule T. Cette cellule T ici, elle n'est capable que de reconnaître ce peptide ici, le peptide marron, pas le peptide rouge qui vous est présenté. Il y a donc des compétitions en fait
entre les différents peptides qui peuvent venir dans la niche. Il n'y a pas un seul peptide qui peut venir. Il y en a un qui peut dire « Tiens, pousse-toi de là, moi je veux m'y mettre ». Donc, là, il ne se passe rien. Autre chose que je veux vous montrer aussi, c'est que ces peptides qui vont venir se mettre dans le sillon, on s'aperçoit que par sillon, en fait, par molécule du CMH, vous ne pouvez mettre qu'un seul peptide. On l'a vu. Mais ce qu'on a vu aussi, j'y vais doucement, c'est que pour un sillon donné, il y a plusieurs peptides, pas en même temps, mais pour un sillon donné, il peut y avoir un peptide, celui que j'avais vu ici. Je reviens sur ça. Ça va mieux avec les schémas toujours. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer? Je suis en train d'essayer de vous expliquer que dans un sillon donné, celui-ci, il y a un seul peptide qui peut venir se mettre par sillon. Ensuite, le lymphocyte T ici, il va reconnaître spécifiquement ce peptide-là qui est dans ce sillon-là. Ce que je viens de vous dire aussi, c'est que dans le même sillon, peuvent venir se mettre ce peptide-là ou celui-ci. On est d'accord? Mais comme le lymphocyte ici, il n'est capable, le récepteur du lymphocyte, il est absolument spécifique, il se trouve pour ce peptide-là et pour cette molécule-là, ça veut dire qu'il y a une très grande spécificité du TCR. Le TCR, il est spécifique d'un seul peptide, le marron, et d'une seule molécule du CMH. Ça, c'est pour le TCR, très très grande spécificité. Par contre, il faut distinguer par rapport à ce qui nous intéresse là, c'est-à-dire la liaison peptide-molécule du CMH, là c'est une molécule du CMH2. Là, la spécificité est moins grande puisque pour une molécule du CMH, vous pouvez mettre plusieurs peptides différents. Ça va? C'est un petit peu complexe, hein? Alors, la géométrie du sillon. Là, ici, vous voyez le sillon par-dessus. Et vous êtes visiblement dans une molécule de classe 1 du CMH. Bien. C'est fermé à l'extrémité, 8 à 11 acides aminés. Ici, molécule de classe 2 du CMH. C'est ouvert, donc vous pouvez mettre cette fois-ci de 10 à 30. Ok, ça on le savait. Mais si on regarde d'un petit peu plus près la géométrie du sillon, là vous regardiez tout à l'heure par-dessus, maintenant on va regarder en profondeur. Vous voyez ici le peptide qui est à l'intérieur de sa poche, classe 1, classe 2. Dans le sillon, ce sont des forces non covalentes. Ici, vous voyez cette fois-ci en profondeur ce qui se passe et on va les voir encore d'un petit peu plus près, en profondeur. Ici, on est par-dessus et on va regarder comment se positionnent les acides aminés à l'intérieur de chaque sillon. Là, regardez ici, on va aller en profondeur, c'est-à-dire que je suis en train de découper. Qu'est-ce que je fais? Je découpe ici et je regarde par-dessus ce qui se passe. Donc là, j'ai une découpe. Je vais découper un petit peu plus profondément, je regarde ce qui se passe. Un petit peu plus profondément, je regarde ce qui se passe. Je rentre dans le sillon et je regarde ce qui se passe. Voilà. Ici, c'est les poches de liaison des peptides dans les sillons des molécules du CMH de classe 2. Okay. Maintenant, on va essayer de faire la même chose pour les CMH de classe 1. Mais ce que l'on voit déjà
pour les molécules du CMH de classe 2, c'est qu'elles révèlent des poches qui en fait sont relativement peu profondes, ces poches, par rapport aux poches que l'on va voir pour les molécules de classe 1. Donc il y a des problèmes, qu'est-ce que l'on voit pour ces liaisons entre peptides et molécules de classe 1 ou de classe 2. Il y a des problèmes où il y a des questions de longueur et il y a des questions de profondeur de la poche. Alors maintenant, on doit regarder, je pense, les coupes de la molécule de classe 1. Donc là, théoriquement, en allant coupe par coupe, on doit aller plus profondément. Voilà, on va plus profondément. Ici, on est à la 8e coupe et on a encore ici, très clairement, on a encore de la profondeur. Encore de la profondeur, encore de la profondeur. Là, ça commence à s'arrêter. Donc là, en fait, ce sont les peptides qui sont nichés tout au fond. Là, ils sont en surface et ils sont nichés tout au fond. D'accord? Donc, des poches bien profondes, bien conservées. On est toujours dans les caractéristiques des interactions entre peptides CMH. Alors, si on regarde maintenant comment ça se passe, on s'aperçoit que ces peptides, que ce soit les molécules de classe 1 ou de classe 2, il y a ce qu'on appelle des résidus d'ancrage, et ça c'est important à connaître. Il y a parmi tous les peptides qui composent l'épitope T, qui vient se blottir dans le sillon, il y a certains des acides aminés de ces peptides qui vont s'ancrer en fait dans la molécule de classe 1 ou de classe 2, c'est ce qu'on appelle des résidus d'ancrage, et d'autres qui ne vont pas s'ancrer. Ici, ce sont visiblement parmi les peptides, voilà les résidus d'ancrage. Ici et là. Ils sont ici et là. Alors si on revient ici, par exemple pour les classes 1, les résidus d'ancrage, c'est ceux qui vont être, quand vous allez le plus profondément, quand vous êtes en surface, vous avez tout le peptide, avec des acides aminés qui ne sont pas ancrés dans la poche et d'autres qui sont ancrés. Et puis, lorsque vous allez faire des coupes et que vous allez de plus en plus profondément dans la poche, ce qui va rester tout au bout, ça va être les acides aminés qui vont correspondre aux résidus d'ancrage. Et ça, c'est important. Pourquoi je vous parle beaucoup de ça? C'est parce que pour qu'un peptide soit un immunogène, pour qu'un peptide soit un épitope T, il faut qu'il ait la capacité de s'ancrer à l'intérieur de la poche. Ce qui veut dire que lorsque vous faites du design rationnel de vaccin, vous allez choisir dans la composition de votre vaccin des peptides pour lesquels vous aurez placé les résidus d'ancrage qui vont permettre à ces peptides de se lier aux molécules de classe 1 ou de classe 2. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître donc les bases structurales donc des peptides et de la liaison peptide molécule de classe 1, molécule de classe 2. Ça va? Alors, ici, maintenant que tout s'est mis en place, j'espère, ou commence à se mettre en place dans votre tête, on peut revoir tout simplement pourquoi les molécules de classe 2 codées par les complexes majeurs d'histocompatibilité sont bien responsables de la réponse immune. C'est tout simple. Vous avez ici un sujet A. Votre sujet A, ici, il a à sa surface une molécule de classe 2 qui est définie en fonction des gènes de votre papa et de votre maman. Et ici, j'ai un peptide. Il se trouve que ce peptide est présenté par cette molécule de classe 2 du CMH. Donc, il y aura bien un lymphocyte
ici qui va reconnaître ce complexe ici, molécule du CMH peptide, il va y avoir une réponse immune. Donc ce peptide, il est immunogène parce qu'il a été capable de se lier à cette molécule du CMH. Puis ici, vous avez un autre sujet qui a une autre molécule du CMH2, d'accord? Ben, ce peptide-là, il n'a pas été capable de se lier en fait à la molécule du CMH2. Ici, il n'y aura pas de réponse immune. Donc on comprend bien pourquoi en fait les gènes qui codent pour les molécules du CMH sont aussi les gènes qui vont vous définir si oui ou non vous répondez à un antigène polypeptidique donné. C'était les premières expériences qui avaient été faites, vous savez, chez la souris. Donc tout se met en place. Pas d'activation. Alors, organisation génomique du CMH. Alors, chez l'homme, ce que je ne vous ai pas encore dit, les gènes du CMH, ils sont sur le chromosome 6. D'accord? Alors que le gène qui code pour la bêta-2-méthylglobuline, qui ne fait pas partie des gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, pour la bonne raison, qui sont sur le chromosome 15. Alors, si vous regardez l'organisation génomique des gènes du CMH, c'est large, puisque ça fait à peu près 3500 kilobases. Et les gènes du CMH, vous les voyez ici, DP, DQ, DR, HLA-A, HLA-B, il est où HLA-B? Il est là, et HLA-C. Pour se balader sur le gène, il faut suivre comme ça. Hein. Il faut suivre comme ça. Ensuite, je suis à 1000, je suis à 2000, je suis ici vers 3000. D'accord? Région de classe 1, région de classe 2. Bien. Je vais même jusqu'à 4000. Ouais. Si je suis 1000, 2000, 3000, 4000. Je ne peux pas les mettre les uns à la suite des autres, ça serait un petit peu petit. Alors, une chose que vous allez regarder ici, c'est que vous avez là des gènes qui vont être extrêmement importants. Je donne simplement un exemple parce qu'ils ont un nom amusant. C'est TAP1, TAP2. Ces gènes TAP1, TAP2, vous apercevrez qu'ils sont extrêmement importants pour l'apprêtage de la protéine. Vous vous souvenez encore une fois que ces molécules de classe 1 et de classe 2, elles présentent des peptides qui sont dérivés de protéines qui sont à l'intérieur des cellules présentatrices d'antigènes et qui sont apprêtées, processées. D'accord? Pour faire ce processing, cet apprêtage de la protéine, pour qu'elle soit découpée en peptides que l'on va retrouver dans les niches, vous avez besoin d'un certain nombre de gènes. Et bien, ces gènes, ils sont aussi là. Par exemple, TAP1, TAP2, dont on reparlera un petit peu plus tard. Donc, c'est assez frappant que vous avez, dans la région du complexe majeur d'histocompatibilité, a priori, tous les gènes dont vous avez besoin pour faire le processing. Alors, l'expression des molécules de classe 1 ou de classe 2. Les molécules de classe 1, vous vous souvenez qu'elles vont présenter des petits peptides. Oh, ça va là? J'ai commencé à 11h15, non? Bon. Donc, elles présentent des petits peptides, ces molécules de classe 1, à des cellules T CD8+, cytotoxiques.
Et a priori, ces cellules T, CD8+, cytotoxiques, elles sont là pour tuer des cellules qui ont été, par exemple, viro-infectées. Ou elles sont faites pour tuer des cellules cancéreuses. Bien, n'importe quelle cellule de votre organisme peut devenir une cellule viro-infectée ou une cellule cancéreuse. D'où le fait que, fort heureusement, ces molécules de classe 1 sont exprimées sur toutes les cellules nucléées, puisque toute cellule nucléée est susceptible d'être une cellule cible pour ces lymphocytes T cytotoxiques. Cellule cible, ça deviendra une cellule cible à partir du moment où elle devient cancéreuse ou elle devient viro-infectée. Donc il est heureux que l'on ait ces molécules de classe 1 exprimées à la surface de toutes les cellules nucléées. Les molécules de classe 2. Les molécules de classe 2, en fait, c'est un petit peu différent parce que ces molécules de classe 2, on va voir ce qu'elles font, c'est que ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. Elles vont capturer cette fois-ci un antigène qu'elles ont été chercher à l'extérieur. Par exemple, vous avez une bactérie, vous êtes infecté par une bactérie. La cellule présentatrice d'antigène, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va capturer à l'extérieur, et c'est son rôle, c'est une cellule présentatrice professionnelle, un macrophage, elle va capturer à l'extérieur sa bactérie, elle va les processer et elle va les présenter cette fois-ci, la protéine processée, à des cellules T auxiliaires par l'intermédiaire de molécules de classe 2 du CMH. Mais en fait, ces molécules de classe 2 du CMH, vous n'avez pas besoin qu'elles soient exprimées partout. Vous avez besoin qu'elles soient exprimées essentiellement par les cellules présentatrices d'antigènes dont la profession est justement d'aller présenter des antigènes processés à partir de molécules externes. On verra ça, on reverra ça. Donc, vous n'avez pas besoin de cellules, de molécules CMH2 sur toutes les cellules, ce qui veut dire que ces molécules de classe 2, parce que l'organisme est bien fait, sont essentiellement exprimées sur les cellules présentatrices d'antigènes, c'est-à-dire essentiellement les macrophages, les cellules dendritiques, et je commence à vous dire un mot, mais vous ne paniquez pas avec ça, également sur les cellules B, parce que c'est une notion qu'il va falloir retenir, que je vais bien vous expliquer, c'est que les cellules B, pour l'instant, les cellules B, c'était celles qui exprimaient des immunoglobulines de surface à l'extérieur. Pour la première fois, j'y vais par petites doses, pour la première fois, je commence à vous dire, on va en parler, que la cellule B, elle a une particularité, c'est que non seulement elle est capable de se transformer en plasmocyte pour faire des anticorps, mais la cellule B, c'est également une cellule présentatrice d'antigènes professionnelle. C'est la première fois que je vous dis ça. Il y a d'autres... Jonathan, ça l'épate là. Hein, voilà. J'y vais par petites doses, parce que sans ça, c'est un peu compliqué. Alors, il y a d'autres cellules, notamment les cellules endothéliales des vaisseaux, qui effectivement expriment également des molécules de classe 2 du CMH. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que dans les vaisseaux, vous avez des cellules qui sont capables de présenter des peptides. C'est assez pratique parce que dans le vaisseau, il y a plein de cellules qui circulent. Et si dans la cellule de paroi du vaisseau, je suis capable de présenter aussi des peptides, ça peut être intéressant. Alors ça, c'était pour l'expression. Ça, c'est l'expression basale. Ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui se passe habituellement, c'est ça. C'est que vous avez un microbe qui est processé en fait par une cellule présentatrice.
Cette cellule présentatrice ici, qui a processé le microbe, présente le peptide à des cellules T helper. Il y a également les cellules NK qui également peuvent reconnaître le microbe. Mais là, il y a une chose qui peut se passer. C'est qu'une fois que j'ai reconnu ici le lymphocyte T helper auxiliaire qui a reconnu le peptide processé, il y avait une chose que je voulais voir parce que théoriquement, ouais, cellule NK. La cellule NK, en fait, ces cellules donc, qui ont vu le microbe, qui ont commencé à agir, elles produisent des cytokines, par exemple de l'interféron gamma. Donc, production de cytokines, on va beaucoup en reparler, de l'interféron gamma. Qu'est-ce qui se passe? La cellule présentatrice qui avait une faible expression du CMH, faible expression tout de même qui a permis de présenter quelques peptides déjà à la cellule T, qui a permis à la cellule T de produire de l'interféron gamma. D'accord? Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'interféron gamma, qu'est-ce que ça va faire? Ça va en fait augmenter l'expression des molécules du CMH. Regardez, entre celle-ci qui était au repos, qui avait une petite capacité de présenter le peptide, mais là, elle a reçu un signal du lymphocyte T auxiliaire, il y a déjà beaucoup plus de molécules du CMH à la surface, CMH2. Il y a une augmentation de l'expression des molécules du CMH. Donc ce que vous venez d'apprendre maintenant, c'est que les molécules, par exemple du CMH2, il y a une expression basale. Dans les cellules présentatrices d'antigènes, vous venez de découvrir que l'AB, mais on reviendra là-dessus, était aussi une cellule présentatrice d'antigènes. Là, ici, c'est plutôt un macrophage, mais qu'en dehors de l'expression basale de ces molécules de classe 2, il y avait des cytokines produites par le lymphocyte auxiliaire ou par une cellule NK, qui est une sous-classe de lymphocytes, qui était capable d'augmenter encore l'expression des molécules du CMH. Si j'augmente l'expression des molécules du CMH, ça veut dire que je vais présenter encore beaucoup plus d'antigènes. Si je présente encore beaucoup plus d'antigènes, ça veut dire que je vais pouvoir activer beaucoup plus de cellules. D'accord? Donc, j'ai là une boucle d'amplification. Voilà. Donc, on refait. Au départ, je présente un peu. Ici, je produis de l'interféron gamma. Ça va me permettre d'augmenter l'expression. On les voit apparaître. Hop, elles apparaissent ici. J'augmente l'expression des molécules du CMH. Donc, j'augmente ma présentation de peptides. Donc, j'augmente l'activation des lymphocytes T. Voilà sur l'expression. Bien, bah écoutez, je crois que là, vous avez fait 2 heures 50 minutes d'immunologie. Je pense que déjà, ça va bien. Merci de me signaler ce qui n'est pas clair.